Alors, sans plus attendre, je vais demander aux deux premières intervenantes qui vont intervenir justement sur la partie comprendre, qui vont notamment nous présenter, en tout cas, l'état de l'art aujourd'hui, ce que nous savons sur les perturbateurs endocriniens et leurs effets sur les pubertés précoces. Je vais bien sûr accueillir Madame Françoise Paris, qui est PUPH. Bonjour. Pédiatre endocrinologue à Montpellier et directrice de l'unité INSERM DEFI. Et nous allons ensuite accueillir Sophie Fleckenstein, qui est consultante et formatrice en santé-environnement et qui interviendra plus spécifiquement sur l'aspect réglementation en France, mais aussi en Europe. Voilà, mesdames, je vous laisse la parole. Madame Paris, je vois que vous avez d'ores et déjà partagé votre PowerPoint. Je vous en remercie. Vous avez une petite heure du coup pour cette première partie et puis Sophie prendra la suite. Parfait. Je vous remercie. Très bien. Bon, bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Donc, effectivement, je vais vous parler des perturbateurs endocriniens et plus spécifiquement des pubertés, donc essentiellement des pubertés précoces, puisqu'on travaille sur le sujet avec Charles Sultan et Laura Gaspari depuis pas mal de temps, on va dire ça comme ça, et que les enfants sont effectivement particulièrement exposés parce qu'ils sont bien sûr en développement, on en reparlera, puisque dans la thématique de l'environnement, il y a la notion de fenêtre d'exposition qui est extrêmement importante. Voilà, alors j'essaie d'avancer, mais ça n'avance plus. Voilà. OK. C'est bon? Tout le monde voit le… Nous voyons bien. Merci. Okay. Oui, c'est parfait. Voilà. Donc, je vais vous faire un bref rappel vraiment très synthétique. On va essayer de voir un petit peu où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on a comme type de polluants autour de nous. Du point de vue réglementation, bien sûr, je ne dirai rien puisque je laisserai la parole à ma collègue qui va suivre. Et puis ensuite, on passera un petit peu sur la thématique puberté PE en voyant quels sont les arguments que l'on a qui pointent du doigt effectivement le rôle de l'environnement dans le fait qu'on ait de plus en plus de puberté tôt. Donc, je vous rappelle que les polluants endocriniens environnementaux, M. Ricordo vient d'en dire un mot, on les retrouve un petit peu partout, dans l'air, dans l'eau, dans le sol, dans l'alimentation, et ils peuvent interférer avec nos systèmes endocriniens à différents niveaux. On en reparlera un petit peu plus tard, un petit peu plus dans le détail, que ce soit le mécanisme d'action, parce qu'ils ont des capacités à se lier à beaucoup de récepteurs endocriniens, mais aussi la synthèse, le métabolisme, etc. Et donc différentes voies de signalisation faisant intervenir notre système endocrinien et nos hormones endogènes. Donc, je vous rappelle comment a émergé le problème, parce que je pense que c'est important, le problème au sens large de l'environnement, des polluants endocriniens environnementaux, même si ça a été quand même très médiatisé. Et je pense que beaucoup d'entre vous maintenant sont tout à fait familiarisés à cela. Je vous rappelle que la problématique, elle date des années 90-95, entre 95 et 2000, avec la constatation dans la faune sauvage d'une baisse de fertilité, voire d'anomalie de la différenciation sexuelle, de féminisation de certaines espèces, qui, on va dire, a alerté les scientifiques parce qu'à côté de ça, du point de vue médical, on avait aussi constaté une altération de la fertilité, en particulier de la spermatogénèse donc chez les hommes, ainsi que qu'une augmentation de certaines anomalies de la différenciation sexuelle, qu'il s'agisse de cryptorchidie, d'hypospade, etc. Donc, tout ceci mis bout à bout et, on va dire, confronté au fait que déjà à l'époque était connu le mécanisme d'action de certaines substances contaminantes
de notre environnement et en particulier des mécanismes d'action anti-androgéniques. Le fait que ces anomalies soient retrouvées dans la faune sauvage chez l'homme et qu'elles soient en fait relativement récentes, hein, a interpellé et a fait pointer du doigt le rôle de l'environnement. Donc c'est comme ça que la problématique a été soulevée et on a commencé à s'interroger à ce sujet. Donc, les différents polluants environnementaux, je ne vais pas vous faire un listing exhaustif de ce qui nous entoure, mais c'est vrai que nous en avons énormément autour de nous. Qu'il s'agisse de cosmétiques, qu'il s'agisse de ce qu'on retrouve avec les pesticides, avec les phtalates, comme je vous l'ai mis, qu'on retrouve par exemple dans des jouets pour enfants, les bisphénols A, les substances retardateurs de flamme que nous avons dans tout ce qui est rideaux, ameublement, etc. Bref, nous sommes entourés de polluants endocriniens environnementaux. Alors, très rapidement, parce que je ne veux pas non plus trop m'attarder là-dessus, mais c'est important de comprendre les principaux mécanismes d'action de ces substances. Beaucoup de ces polluants endocriniens environnementaux, comme vous pouvez le voir ici, ont des activités estrogéniques, alors qui peuvent être plus marquées selon le type de récepteur aux estrogènes, alpha, le bêta, et pas mal d'entre eux, pas tous, mais beaucoup, ont des activités anti-androgéniques. Bon, c'est des travaux ça qu'on avait fait, mais il n'y a pas que nous, hein, il y a beaucoup d'autres équipes qui ont travaillé là-dessus. Donc, beaucoup, au fond, associent des activités estrogéniques et anti-androgéniques. On va dire que les activités endocriniennes le plus partagées par ces polluants environnementaux sont les activités estrogènes-like. Donc, comme vous le voyez là-dessus, beaucoup de ces différents polluants environnementaux sont donc capables de se lier à ces récepteurs qui sont des récepteurs nucléaires, hein, estrogéniques ou androgéniques, mais en fait pas que. Là, c'est un travail qui date de 2016 de mon ancienne équipe INSERM avec laquelle je travaille toujours, qui est extrêmement impliquée dans la problématique environnementale, et qui montre que ces polluants environnementaux se lient à beaucoup d'autres récepteurs nucléaires tels que PIPAR, tels que PXR, etc. Et c'est aussi via ces liaisons qu'on peut expliquer tout ce qui est de l'action métabolique de ces polluants endocriniens environnementaux. Alors, les autres, il n'y a pas que ces mécanismes d'action, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ils sont capables de se lier, par exemple, au récepteur AHR. Il y a toute la grande, derrière tout ça, tout ce qui est mécanisme d'action de la dioxine, sur laquelle, d'ailleurs, Madame Gaspari est en train de faire un travail de thèse là dans l'unité. Ils peuvent se lier à différents récepteurs membranaires tels que le GPR30. Ils peuvent se lier à des protéines de transport de certaines hormones stéroïdes et de facto modifier la biodisponibilité de cette dernière, et puis ils peuvent perturber le métabolisme de certaines hormones et de certaines enzymes, enfin via l'action sur certaines enzymes par exemple. Et puis, et ça c'est important dans la thématique dont nous parlons aujourd'hui, on s'est aperçu depuis plusieurs années, je crois que je vous ai mis les travaux de Robert Barouki ici, que ces substances avaient aussi la capacité de perturber tout ce qui était des mécanismes épigénétiques, qu'il s'agisse des méthylations, qu'il s'agisse des micro-RNA, etc. Et que c'est probablement par ce biais-là que l'on a des effets transgénérationnels de l'exposition à certains polluants endocriniens environnementaux. J'en veux pour preuve, par exemple, puisque nous avons accès à une cohorte depuis plusieurs années, qui est la cohorte orage, et que nous avons beaucoup publié sur la thématique. J'en veux pour preuve, par exemple, la malheureuse histoire, mais qui visiblement n'a pas servi de leçon, du diéthylstilbéstrol, du distilbène, qui a donné dans plusieurs générations des anomalies, dont des anomalies de la différenciation sexuelle et des hypospades jusqu'à la 3e génération, et c'est probablement par un biais d'action de ces substances sur les mécanismes épigénétiques. Et vous verrez que ça a une importance, y compris probablement dans la problématique pubertaire, vous verrez pourquoi.
Alors, dans notre environnement de proximité, je vous ai mis quelques vignettes pour vous montrer un petit peu rapidement. Je vous ai dit qu'on en avait un petit peu partout. Là, je vous ai mis une étude pour illustrer de nos collègues espagnols avec qui on avait travaillé sur un projet européen il y a plusieurs années, qui, un peu comme nous, mais avec des techniques différentes, c'est l'équipe de Nicolas Oléa à Grenade, évalue la présence de substances PE au travers, au fond, d'une évaluation d'activité estrogénique globale, puisque ce sont des substances qui sont pour la majorité estrogènes-like et qui retrouvaient, vous voyez, par exemple, dans de l'eau en bouteille, que ce soit des bouteilles en verre ou en plastique, la présence d'une activité estrogénique relativement élevée, donc probablement la présence de PE. Bon, le BPA, vous savez que je ne parlerai absolument pas, bien sûr, de la législation, puisqu'on a beaucoup progressé sur le BPA, mais vous voyez, on l'utilisait, et il y a encore des pays qui l'utilisent, nous, on a réussi à légiférer là-dessus, pour les contenants alimentaires. Et là, c'était une expérience qui était, enfin, rigolote, c'est pas tellement rigolo, mais enfin, au moins, c'est démonstratif, qui visait à donner de la soupe pendant peu de temps, hein, en quelques semaines, l'une faite à la maison, l'autre groupe consommant de la soupe dans des contenants en plastique, et dans ce second groupe, on voyait des taux de BPA qui étaient beaucoup plus élevés que dans le groupe qui faisait sa soupe à la maison, ce qui veut dire que dans ces contenants, on avait bien un relargage, et on l'a toujours pour les pays qui n'ont pas légiféré, de BPA dans l'alimentation. Donc, je ne, bien sûr, m'attarde pas sur la législation. Pour ce qui est des pesticides, c'est pareil, je vous ai mis des choses qui ne sont pas du tout des papiers ultra scientifiques, mais enfin, c'est pour vous attirer l'attention. Donc, je vous l'ai dit, on est entouré de polluants endocriniens environnementaux, y compris les pesticides. Et les pesticides, vous voyez, une petite étude dans des produits de consommation de tous les jours où on retrouve effectivement des taux de certains pesticides non négligeables. Sachant que la culture du blé est évidemment extrêmement fait appel à des traitements importants, et que de facto la farine est bien souvent contaminée, et nos produits de grande consommation aussi. Je vous ai mis ici les alkydes phénols pour vous montrer que les phtalates, qui sont des produits utilisés dans la flexibilité pour rendre les plastiques plus souples. Alors, des exemples, on en a plein, mais enfin là, ce sont des exemples qui ont trait aux produits alimentaires, donc qui sont emballés dans des contenants en plastique, et qui là aussi contiennent, bien sûr, ce type, par exemple, de polluants. Les hydrocarbures polycycliques aromatiques liés de la combustion incomplète, qui là aussi vont être libérés dans l'atmosphère, vont retomber par la suite, et que l'on va retrouver dans la chaîne alimentaire, et du coup que l'on va retrouver dans certaines études dans notre alimentation. Alors, pourquoi je vous ai mis ça? C'est pour vous montrer que tout de même, pour finir sur une note positive, parce que je pense quand même que quand on prend, sans être jusque-boutiste, c'est ce que je vais essayer de vous montrer au cours de cet exposé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se soustraire à tout, mais on peut quand même être préoccupé par une thématique, prendre un certain nombre de mesures et généralement aboutir à une amélioration. Et c'est ce que l'on voit ici. Entre 1990 et 2005, on voit tout de même qu'avec une amélioration, une tentative d'amélioration des industries, des usines d'incinération, etc., on arrive à avoir une diminution de la contamination, y compris de la contamination de la chaîne alimentaire. Et donc, ce qui veut dire que quand on est tout de même, quand on prend à bras le corps un problème, sans revenir à zéro et se soustraire à tout, il ne s'agit pas de ça, on arrive tout de même à améliorer les choses. Alors, qu'en est-il maintenant si on se préoccupe d'un petit peu plus près de ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire du lien entre la puberté et les polluants endocriniens environnementaux?
Donc, les polluants, je ne peux pas le faire disparaître, ce bandeau-là, parce que ça m'empoisonne. Je ne vois pas tout mon diaporama. C'est pas grave. Donc, Essayez d'appuyer sur affichage, Madame Paris. Sur affichage. Oui. Et si vous passez en mode plein écran, par exemple. Non. Non. Non, j'ai toujours ce truc. Ah, peut-être sur ma chaîne, là, non? Non, bon, mais écoutez, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, voilà, l'impact sur la santé, il est très, très vaste, hein, des polluants endocriniens environnementaux. Je vous ai mis quelques références, y compris des références récentes. Je vous ai mis des références de synthèse pour ceux qui s'intéressent à la problématique. Il est très large. Bien sûr, il va toucher l'enfant et puis il va toucher l'adulte. Et nous, on s'intéresse plus spécifiquement aujourd'hui à tout ce qui est tempo de la puberté. J'ai mis la fille, c'est vrai pour la fille et le garçon, même si les travaux chez le garçon sont quand même moins quantitativement moins importants que chez la fille, mais on a l'impression que ça va à peu près dans le même sens. Donc, le retentissement de ces polluants endocriniens environnementaux sur la santé de l'enfant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils sont liés probablement à une exposition durant l'enfance, bien sûr, chez des êtres en développement, donc qui représentent quand même une susceptibilité particulière, mais ils sont probablement liés, et c'est pareil si on parlait d'une autre pathologie liée au PE qui s'exprimerait à l'âge adulte, ils sont aussi liés à une exposition in utero probablement, ce qui fait ressortir d'emblée, et ça c'est quelque chose, c'est un dénominateur commun dans la thématique des polluants endocriniens environnementaux, de la notion de fenêtre d'exposition. Ce n'est pas tellement la notion d'une quantité d'exposition, ce n'est pas une toxicité classique, mais une notion de fenêtre d'exposition à risque. Et c'est bien sûr ces populations-là qu'il faudra par la suite essayer de protéger de ce type d'exposition. Donc, fenêtre d'exposition, fenêtre de vulnérabilité. Et effectivement, l'exposition in utero, on sait qu'elle existe, que les fœtus sont exposés à énormément de polluants endocriniens environnementaux. Je vous l'ai illustré là par certains travaux, si ça intéresse certains. Et ça va même au-delà de ça, puisque on a des travaux désormais qui nous montrent que certaines substances, là c'est l'exemple du bisphénol A, il y a des travaux pour d'autres substances, non seulement le fœtus va barboter dans son liquide amniotique dans une soupe de polluants endocriniens environnementaux, mais certains de ces polluants endocriniens environnementaux sont capables donc de passer la barrière placentaire et sont capables de modifier, on va dire, le métabolisme probablement placentaire, même si on ne sait pas tout. Et je vous rappelle quand même que le placenta est important et primordial, bien sûr, dans le développement fœtal, y compris d'ailleurs du point de vue endocrinien. Hein, le placenta est une véritable glande endocrine pendant la vie fœtale. Et en l'occurrence, là, vous voyez, ce papier démontrait que le bisphénol A était capable de modifier certains transporteurs placentaires et donc, de facto, probablement d'exposer encore plus le fœtus à certaines autres substances. Donc, de diminuer un petit peu la capacité de protection du placenta vis-à-vis du fœtus. C'est le papier dont on vient de parler. Alors, si on parle maintenant de façon un petit peu plus précise de la puberté en elle-même, ce qu'il faut, déjà j'ai ça en moins, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas un phénomène qui apparaît uniquement à un certain âge, on reverra les âges d'entrée en puberté chez la fille et chez le garçon, mais c'est que c'est un continuum, c'est l'aboutissement de différentes étapes de maturation, qui commence d'ailleurs in utero, puisqu'en fin de grossesse, en deuxième partie, on a une activation déjà de l'axe gonadotrope du fœtus, fille et garçon, que cet axe gonadotrope se remet en route, et c'est ce qu'on appelle la mini-puberté, de façon un petit peu différente chez le garçon et chez la fille,
en postnatal, et ça va durer un petit peu plus longtemps d'ailleurs chez la fille que chez le garçon. Chez le garçon, ça va durer environ 5 mois. Chez la fille, ce sera un petit plus long, nettement plus long. Et ensuite, on aura toute une période donc, de repos de l'axe gonadotrope et de reprise de fonctionnement de cet axe gonadotrope au moment de la puberté tel qu'on l'entend dans notre langage de vulgarisation, c'est-à-dire au moment de la gonadarche, donc à l'âge d'entrée en puberté de la fille et du garçon. Donc c'est vraiment un continuum. Donc on comprend bien que une exposition à certaines substances qui peut se faire durant la vie fétale ou durant l'enfance peut effectivement probablement perturber ces mécanismes. Alors, l'âge d'entrée en puberté, il est entre 8 et 13 ans à peu près chez la fille et entre 9, je ne sais pas si vous voyez, mais les gens qui voient le haut du diaporama, moi je ne le vois plus, mais ça serait bien que ceux qui assistent au topo le voient. Donc entre 8 et 13 ans chez la fille et entre 9 et 14 ans à peu près chez le garçon. Je vous confirme à Madame Paris qu'on voit bien. Hein. L'âge de début de puberté. Parfait, parfait. C'est le principal. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un âge qui est très fortement génétiquement déterminé, puisqu'on dit qu'à peu près la génétique intervient dans plus de 50% de l'âge d'entrée en puberté. C'est ce qu'on voit chez par exemple, mères régletto qui ont des filles elles-mêmes régletto, etc. Et c'est la même chose pour les pères. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que bien sûr, et c'est ce qui est bien représenté sur ce schéma, vous avez des tas d'autres éléments qui entrent en jeu, tels que les éléments nutritionnels et métaboliques, tels que les éléments circadiens, et puis tels que les endocrine disrupteurs dont nous allons parler aujourd'hui. L'idée générale que je voulais vous faire passer ici, c'est que l'idée qu'on a en 2021, bientôt 2022, du déclenchement pubertaire, bien qu'on soit très très loin de tout connaître, c'est qu'on a tout de même probablement un frein sur les neurones à GNRH et probablement les neurones KISS, puisque c'est généralement pas les neurones à GNRH qui sont directement régulés, mais ça passe par les neurones à KISS-pectine. On a un frein par différents éléments, probablement la marcorine, d'autres éléments, et que ce frein va probablement être levé au moment de l'entrée en puberté, je vous ai dit, avec un range de 8 à 13 ans chez la fille, de 9 à 14 ans chez le garçon, et on y reviendra tout à l'heure, probablement par des freins qui se font sur ce mécanisme freinateur, et donc on freine quelque chose qui freine, du coup on active l'entrée en puberté. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça rejoint un peu ce que je vous dis, ces éléments freinateurs, on a quand même plusieurs papiers. Moi, ça fait plusieurs années qu'on s'est aperçu de ça, mais ça reste relativement récent. Il y a visiblement des phénomènes de méthylation qui vont freiner ces éléments freinateurs des neurones KISS et donc qui vont être exacerbés à la période d'entrée en puberté et intervenir dans cette entrée en puberté. On a aussi des papiers qui vont dans le sens du rôle de certains micro-RNA qui sont eux aussi des éléments freinateurs, probablement et de la marcorine et du groupe polycombe, et qui interviennent aussi, qui sont plus exprimés en période pubertaire et qui interviennent dans l'entrée en puberté. Et des papiers plus récents vont dans le même sens en soulignant le rôle, peu importe, de certains micro-ARN, qui sont des petits ARN non codants, mais qui ont le pouvoir d'inhiber l'expression de certains gènes. De facto, l'idée de tout ça, c'est qu'on s'aperçoit qu'on a probablement des mécanismes épigénétiques de méthylation, d'expression de certains micro-ARN, plus marqués en période
pubertaire et que ça intervient probablement dans la levée d'inhibition du générateur de pulse de GnRH, puisque qu'est-ce que c'est que la puberté? C'est bien la remise en route, on le disait tout à l'heure, de l'axe gonadotrope, c'est-à-dire des neurones à GnRH qui vont engendrer, qui vont acquérir une pulsatilité adéquate, stimuler de façon adéquate la synthèse de gonadotrophine antéhypophysaire et stimuler de facto les gonades et donc faire en sorte que la puberté va se mettre en route. Donc, la définition de la puberté précoce, mais je ne m'y attarderai pas du tout puisque Mme Pienkowski reparlera de tout ça tout à l'heure, c'est la présence donc d'une puberté trop tôt chez la fille et chez le garçon. Elle est définie chez la fille par l'apparition d'un développement mammaire avant 8 ans et chez le garçon par un volume testiculaire qui témoigne d'un testicule stimulé par l'axe gonadotrope, c'est-à-dire un testicule de plus de 4 ml de volume, c'est-à-dire à peu près 2,5 cm de grand axe, chez un garçon avant 9 ans. Ce qui reste vrai, c'est qu'on a tout de même plus de puberté précoce chez la fille que chez le garçon, même si on a l'impression, sans parler de pathologie, que filles et garçons commencent leur puberté un petit peu plus tôt. On y reviendra tout à l'heure. Donc, quand nous avons affaire à une puberté précoce, il faut savoir qu'elle peut être liée à différentes choses, soit la puberté vraie, celle dont on parle là, qui est l'activation de l'axe gonadotrope, et ça représente la majorité des cas, soit aussi une puberté périphérique par une sécrétion d'estrogène pour diverses raisons périphériques, ou par l'imprégnation par des substances qui ont une activité estrogénique, et on verra que les polluants endocriniens environnementaux, en définitive, on y reviendra tout à l'heure, je vais vous dérouler les arguments qui nous font dire qu'ils ont un rôle important, peuvent intervenir aussi bien au niveau central qu'au niveau de leur activité estrogénique et de l'imprégnation, par exemple, du développement mammaire chez la fille. Voilà. Donc, les pubertés précoces et les PE, comment peut-on voir le problème? Donc, ce qu'il faut, et on va aller voir les choses les unes après les autres, je pense qu'on a des arguments épidémiologiques importants et encore récemment, on va dire, qui sont confortés par des études récentes qui vont dans le sens du rôle de l'environnement dans ces pubertés précoces. On a tout ce qui est des études expérimentales, qu'il s'agisse de l'activité connue de ces substances ou qu'il s'agisse des études animales, je vais vous montrer, qui vont dans le sens aussi de ce rôle-là. Puis je vous ai fait une petite vignette sur la façon dont nous, à Montpellier, nous avons abordé la thématique, même si on va certainement, on va dire, évoluer un petit peu dans notre abord des choses. Donc, du point de vue épidémiologique, si l'on commence par là, on a une tendance quand même au rajeunissement de l'âge d'entrée en puberté. Alors, qu'on soit bien d'accord, là, je ne vous parle pas des pubertés précoces telles que je vous les ai définies. Hein. Je vous parle de la physiologie. C'est-à-dire qu'on a plus, c'est surtout les filles, ça semble aussi vrai, même si pour les garçons, ça a tendance à s'étaler, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a peut-être plus de petits garçons qui commencent tôt, puis que l'extrême fin qui commence tard, il y en a peut-être plus aussi, que la courbe a tendance à s'étaler, mais les travaux sur les garçons sont moins nombreux, et qui plus est, les garçons font moins, en l'occurrence, de puberté tôt que les filles. Donc, si on reste dans le range de la normalité, ce que l'on sait, vous voyez, ce n'est pas d'aujourd'hui, je vous parlais de l'émergence de la problématique environnementale aux alentours des années 90, 97 déjà, des travaux, là c'était aux États-Unis, montraient que on avait l'impression que, tout en étant dans les ranges de la normalité, il y avait plus de filles qui avaient un développement mammaire aux alentours de 8 ans que ce qu'il y en avait plusieurs années avant.
En Europe, alors là, c'est tous les travaux de l'Europe du Nord qui sont des pays dans lesquels il y a beaucoup de registres. Ils sont beaucoup plus forts pour les registres que ce qu'on peut l'être nous. Et de facto, ça leur a permis assez vite de s'apercevoir que, par exemple, ici, vous voyez le B2, le breast, le développement mammaire, donc le TANR2, le début de la puberté, chez la fille, il n'y a pas de doute, c'était décalé entre les années 90 et les années 2000 et quelques. Ça, si on regarde dans différents pays, il semble que ce soit quelque chose qui se poursuive dans différents pays, vous voyez, c'est à peu près partout la même chose. Et des travaux beaucoup plus récents, là c'est un très beau travail, c'est une méta-analyse récente qui montre que, vous voyez, vous avez l'Afrique, l'Asie, vous avez l'Europe, l'Amérique, etc. Et vous voyez bien que la tendance du développement mammaire B2, c'est-à-dire du TANR2, du début d'entrée en puberté de la fille, a tendance toujours à diminuer. Donc, c'est quelque chose qui se poursuit. Donc, depuis, c'est le même auteur que celui de 97, depuis un certain nombre d'années, on se dit, il va quand même falloir se poser des questions et on ne peut pas, désormais pour nous, pendant de nombreuses années, on a dit entre scientifiques et médecins que l'âge physiologique d'entrée en puberté, c'était du 9-13 ans. Maintenant, on est passé à du 8-13 ans. On ne va pas descendre à du 6-13 ans, ce n'est pas possible. Donc, à un moment donné, il faut quand même être interpellé par cette évolution et se demander ce qui se passe, essayer de mieux comprendre les choses. Donc, vous voyez, je vous ai mis ce travail-là. Pourquoi? Pour vous montrer que ces mêmes équipes avaient analysé, c'est quand même pas une trentaine d'enfants, hein, c'est plus de 1000 petites filles entre 6 et 8 ans, avaient analysé les choses pour en arriver au fait qu'effectivement, c'est la courbe verte, les petites filles ayant un indice de masse corporelle plus élevé faisaient plus de puberté précoce que les autres. Très bien, ça on sait qu'il y a la notion de poids minimum pour ce qui est de la puberté, probablement via la leptine hein, qui est sécrétée par les adipocytes et qui a un rôle permissif hein, dans le déclenchement du gonadostat, mais que ça n'expliquait pas tout et que, analyse statistique faite, ce qu'on pouvait dire, c'est qu'il y avait à peu près une quinzaine de pourcents de cette variance vers une évolution pubertaire plus précoce qui pouvait être liée à cette augmentation du BMI, c'est-à-dire le fait qu'il y ait plus de surpoids chez les petites filles actuellement, que la nutrition effectivement se soit améliorée par rapport à ce qu'elle pouvait l'être une quinzaine ou une vingtaine d'années auparavant, mais que ça n'expliquait pas tout. Donc ça, c'est pour les variances de la normalité. Je vous ai volontairement pas mis les garçons, je vous dis parce qu'on a moins d'études, ça semble aller à peu près dans le même sens, mais en revanche, c'est très clair pour les filles. Donc, des petites filles dans la normalité, restant dans la normalité 8-13 ans, il y en a plus qui est des marteaux que ce qu'on pouvait en avoir il y a 20 ans. Et ça, je crois qu'on pourra en discuter avec les questions. Tous les gens qui sont au contact d'enfants le voient couramment. Nous, ça représente énormément de notre activité de consultation. Alors, qu'en est-il maintenant des vraies pubertés précoces, c'est-à-dire, par exemple, d'un développement mammaire avant 8 ans chez la petite fille? Ce que l'on sait, c'est représenté ici, là aussi, c'est des travaux d'Europe du Nord. On a, alors vous avez, selon les couleurs, soit des pubertés précoces centrales vraies, c'est-à-dire l'activation de l'axe gonadotrope qui se fait trop tôt, soit ce qui est noté en bleu, PT, là, qui sont des prématuretés larges, un développement mammaire isolé sans mise en route de l'axe gonadotrope trop tôt, etc. Bref, quel que soit le type de puberté précoce, on a plus de puberté précoce dans les années 2000 que ce que l'on en avait dans les années 90. Et ça, je vous ai mis diverses études dans divers pays qui vont, on va dire, dans le même sens. Alors là, les petits garçons ne suivent pas la même ligne, mais les travaux relativement récents vont quand même probablement dans le même sens.
Même travaux, là, ici, c'était des prématures télarches, donc des développements mammaires isolés, qui semblent plus importantes dans certaines études que si on prend, si on prend 15 ans des 10 ou 15 ans de décalage entre les années 90 et 2000 et quelques. Et puis, des travaux, ce travail-là est un très, très beau travail. Je vous l'ai mis parce qu'au moins, ça assoit les choses. C'est 2020, c'est récent et ça reprend toutes les données précédentes. C'est un travail de synthèse qui montre bien, c'est toujours pareil, là, ce sont des pays, je vous dis, qui sont en avance du fait de leur registre. Ce sont des registres danois qui montrent bien que vous avez une augmentation des pubertés précoces. Vous voyez ici, c'est les pubertés précoces centrales, c'est séparé entre les télarches, les centrales, les adrénarches qui sont des apparitions précoces d'une pilosité pubienne. Et si on synthétise les choses et qu'on regarde cette courbe, c'est-à-dire tous les diagnostics de puberté précoce, on est en 2018. Si on regarde entre 98 et 2018, il n'y a pas de doute que ça s'est accentué et que ça semble se poursuivre. Je vous ai mis cette étude aussi pour vous montrer un peu le type de travaux, puisqu'il ne s'agit pas d'être exhaustif, il s'agit de mettre en exergue les arguments que l'on a et donc le type de travaux qui peuvent aussi être faits. Ça, c'est un travail fait par Santé publique France qui est critiquable, mais tout est critiquable, hein, parce qu'on ne peut pas de toute façon aborder la thématique d'une façon qui sera meilleure qu'une autre. Hein. C'est un abord, on va dire, de plusieurs abords qui sont complémentaires pour arriver à bien cerner la thématique. Donc là, en définitive, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé les enfants traités par analogue du LHRH ou du GNRH, qui est le traitement que nous donnons dans les pubertés précoces centrales, puisque bien sûr, on abolit de fait la pulsatilité du GNRH et qu'on va bloquer de cette façon l'axe gonadotrope. Et un des abords, voyez, de ce travail, là, ce n'était pas dans le temps, c'était plutôt un abord de régionalisation et on s'aperçoit qu'il y a des zones, que ce soit des garçons, que ce soit des filles, où il semble qu'on ait plus de traitements délivrés que dans d'autres zones. Donc, ça a ses limites. Ça a ses limites parce que je vous disais, les polluants endocriniens environnementaux, ils interviennent aussi bien au niveau central qu'au niveau aussi de ce qui peut être une puberté précoce dite périphérique ou d'un développement mammaire isolé. Mais ça a quand même un intérêt puisque on va dire, cette hétérogénéité au niveau national peut vouloir dire que tout de même, il y a probablement des contingences environnementales qui interviennent plus ou moins selon la zone géographique. Et donc, ça met en évidence tout de même que le rôle de l'environnement est probablement important dans cette problématique de puberté précoce. Alors, j'essaie d'avancer, mais il ne veut pas avancer. Voilà. Qu'en est-il de l'âge des règles? Alors, on pourrait un petit peu pinailler, mais je crois qu'il faut essayer d'être synthétique. L'âge des règles, il a quand même considérablement diminué, voyez, de façon séculaire, et on peut dire, grosso modo, même s'il y a des petites variantes, qu'il est relativement stable un petit peu partout dans les différents pays, avec quelques différences ethniques et quelques différences sur certains pays, mais je crois que la tendance à retenir, c'est ça. Ça tend quand même à se stabiliser aux alentours de 12 ans et demi, à peu près partout. Alors, les autres travaux épidémiologiques, vous voyez, ça, c'est de l'épidémiologie brute, hein, c'est-à-dire, je regarde sur un laps de temps de 10, 15 ans, 20 ans, l'âge d'entrée en puberté, en restant dans la physiologie, je m'aperçois que ça démarre plus tôt. Je regarde la pathologie. Est-ce que cliniquement, j'ai plus de puberté précoce en 2000 et quelques que ce que j'en avais en 95? Et effectivement, il semble y en avoir plus. Je peux regarder régionalement comment ça se passe, par exemple à l'échelon de la France, et ça pourrait être fait ailleurs. Et puis, il y a d'autres travaux qui ont été un petit peu plus loin, qui ont essayé
de voir s'il y avait un lien, une corrélation entre des taux de puberté précoce et des zones dans lesquelles il y avait des expositions particulières. C'est ainsi qu'on a pu mettre en évidence des épidémies de prématurité large, c'est-à-dire de développement mammaire isolé sans qu'on ait vraiment une activation gonadotrope à Puerto Rico dans des zones où on avait une pollution en particulier par des phtalates très importante. C'est ainsi qu'on a pu faire le lien entre des filles de mères ayant été exposées pendant la grossesse du fait de leur travail dans la campagne et donc exposées aux pesticides et ensuite l'atelarche de leurs filles. C'est ainsi aussi que l'on a pu essayer d'extrapoler, même si c'est, on peut en discuter, hein, c'est pas blanc, c'est pas noir, on peut discuter des études statistiques et de la façon d'aborder les choses, mais que l'on a pu faire le lien entre l'âge des règles des filles et pendant donc 10 ou 12 années avant, l'exposition des mères de ces mêmes filles à différentes substances qui sont des polluants, des POP, hein, c'est-à-dire des organiques persistants, que d'ailleurs qui ne sont plus autorisés actuellement, mais que l'on a encore du fait de leur demi-vie extrêmement longue dans nos sols en particulier, et qu'on a pu extrapoler entre l'exposition des mères à ces substances et l'âge des règles plus précoce de leurs filles, X années après. De la même façon, ça c'est des travaux de nos collègues belges, c'était à l'époque Jean-Pierre Bourguignon et maintenant Anne-Simone Parent, hein, qui a beaucoup, que j'ai cité, vous ne voyez pas son nom parce qu'elle est dernière auteure de nombreux papiers de synthèse récents. C'est une équipe qui a énormément travaillé sur l'axe gonadotrope et les polluants endocriniens environnementaux. Et ce travail donc, des années 2000, nous on avait travaillé avec eux sur ces sérums, montrait qu'on avait 80 fois plus de risques d'avoir une puberté précoce chez des enfants adoptés, l'adoption étant un facteur de risque de puberté précoce, ça vous le savez peut-être pas, probablement lié au phénomène de renutrition et à l'amélioration de la masse grasse et donc via la leptine, etc. Toujours est-il que les enfants adoptés venant d'un pays étranger en Belgique semblaient avoir beaucoup plus de risques de puberté précoce que ceux d'origine belge qui étaient restés en Belgique depuis toujours et depuis leur naissance. Et puis les travaux avaient porté à l'époque, nous on avait évalué l'activité aussi de ces sérums, sur l'évaluation des taux de DDE dans ces sérums qui semblaient beaucoup plus élevés chez des enfants qui venaient de l'étranger, qui avaient migré en Belgique, soit avec leur propre famille, soit qui avaient été adoptés. Et là aussi, bien sûr, c'était un argument pour se dire que les polluants endocriniens environnementaux avaient probablement un rôle dans ces pubertés précoces. Enfin, d'autres travaux, vous voyez, qui montrent des associations de taux de certains endocrine disrupteurs au niveau sérique, hein, et de puberté précoce. Alors ces travaux-là, c'est toujours pareil, c'est toujours, quelle que soit la façon dont on aborde, qu'on dose des substances polluants environnementaux, qu'on évalue leur activité via une activité estrogénique, c'est toujours discutable puisque vous savez que ce sont des substances très lipophiles, donc qui vont se stocker au niveau des graisses et que le sérum n'est peut-être pas le meilleur reflet, mais il n'en demeure pas moins que c'est quelque chose de facilement accessible et que ce type de travaux a aussi permis de souligner le fait que les polluants endocriniens environnementaux avaient probablement un rôle important dans ce type de pathologie. Enfin, d'autres travaux, et ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, du point de vue épidémiologique, font le lien avec ce qui s'est passé pendant la vie fœtale. Et vous voyez, c'était, je trouve, un très, très beau travail parce que c'était donc des femmes enceintes suivies dans les années 2000
et leur fille ensuite était suivie plus tardivement en 2011. Et on a pu faire le lien entre, au 2e et au 3e trimestre, des taux de BPA et de phtalate chez les mères qui avaient donc eu des prélèvements et le développement mammaire plus précoce de leur fille par la suite. Donc ça, c'est le type de travaux qui soulignent non seulement le lien, enfin le rôle probable de ces substances endocrines disrupteurs avec les pubertés tôt, non seulement pendant l'enfance, mais là, via l'exposition in utero de ces petites filles. Donc, vous voyez, ça, c'est tout ce qu'on peut tirer, enfin, des exemples que l'on peut tirer de l'épidémiologie dans les âges normaux d'entrée en puberté, mais plus précoces, dans les pubertés précoces elles-mêmes, et dans certains travaux qui vont jusqu'à doser certains polluants endocriniens environnementaux ou évaluer l'activité estrogénique, je vous le montrerai après. Et tout ça va globalement quand même dans le même sens, y compris des travaux récents de 2019-2020. Qu'en est-il maintenant, bien sûr, des études expérimentales qui vont venir conforter ce que l'on voit du point de vue épidémiologique? Donc, ces études expérimentales, je ne m'attarde pas parce que j'ai déjà parlé au tout début du mécanisme d'action de ces substances, soulignent que je vous l'ai dit que ce qu'on a comme argument, c'est que beaucoup de polluants endocriniens environnementaux ont des activités estrogènes-like, et ça, chez la petite fille, on comprend bien que ça puisse, par exemple, donner un développement mammaire. On comprend bien aussi que ça puisse créer un impact au niveau du gonadostat. Et puis, ces substances ont aussi des effets épigénétiques, et ça, c'est extrêmement important, puisque je vous ai dit, l'épigénétique, du point de vue du déclenchement pubertaire, est probablement important. Il y a probablement chez la fille et chez le garçon des mécanismes type méthylation, type MIR, qui se mettent en place aux alentours de 8-13 ans ou 9-14 ans chez le garçon, et qui libèrent le gonadostat. Donc, c'est sûr que sachant que les polluants endocriniens environnementaux peuvent perturber ces mécanismes-là, on comprend bien qu'on n'est pas tellement surpris qu'ils puissent intervenir au niveau de la puberté des petites filles et des petits garçons. Après, il y a les études animales. Alors, je vous ai mis ce qui allait dans le sens des pubertés précoces. Ce n'est pas simple, hein, les études animales. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme là on parle de la puberté, ça pourrait être exactement la même chose sur la différenciation sexuelle ou autre. On expose des animaux de laboratoire, par exemple des modèles murins, à différents types de polluants endocriniens environnementaux et on regarde ce qui se passe, par exemple sur l'ouverture vaginale, qui est l'expression de l'entrée en puberté chez la souris. Donc, ce que l'on voit, c'est qu'on a des travaux qui, si on expose en anté et en néonatal, vont dans le sens d'une ouverture vaginale plus précoce. Ce n'est pas le cas pour tous. Pour beaucoup d'entre eux, c'est l'exposition postnatale qui va dans le sens d'une ouverture vaginale plus précoce. Et puis, tout dépend des doses. Vous avez à certaines doses, au contraire, plutôt des pubertés retardées, à d'autres, plutôt des pubertés qui sont plus précoces. On peut aller un petit peu plus loin dans ces travaux et ce que l'on peut voir, c'est que certaines substances, telles qu'ici le DDT, vont non seulement aboutir à une ouverture vaginale plus précoce, mais vont modifier la synthèse du GNRH et la pulsatilité des neurones à GNRH. Là aussi, tout ne va pas dans le même sens. Selon les produits que vous utilisez, les doses que vous utilisez, les fenêtres d'exposition des animaux de laboratoire, vous n'aurez pas toujours une réponse si claire que ça. D'autres travaux vont encore plus loin et montrent un petit peu quelles sont les voies de transduction, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que l'exposition à certaines substances fait que le GNRH est plus sensible à certains facteurs stimulants via différents types de récepteurs et probablement joue un rôle dans la maturation du gonadostat. Et on rejoint notre fameux travail tout à l'heure de nos équipes belges qui montrait que les enfants adoptés faisaient plus, lorsqu'ils venaient de l'étranger, plus de puberté précoce, probablement parce qu'ils avaient été exposés dans leur pays d'origine à des substances
qui avait modifié, on va dire, l'orgonadostat, et que lorsqu'il venait en Belgique et qu'il s'était soustrait à cette substance, il y avait peut-être une levée d'inhibition qui faisait que la puberté s'engageait. Alors, les travaux, bien sûr, se sont poursuivis et on essaie de comprendre de mieux en mieux la mécanistique grâce aux modèles animaux. On s'aperçoit que ça passe probablement par les neurones Kiss, qui sont un pilier, bien sûr, hein, du réseau gonadotrope, on va dire, au niveau central, puisque c'est un relais extrêmement important pour les neurones à GNRH, et que, bien sûr, probablement, les endocrine disrupteurs modulent ce réseau gonadotrope au niveau hypothalamo-hypophysaire, mais surtout hypothalamique. Donc, ce que l'on sait mieux maintenant, vous voyez, je vous ai mis un papier relativement récent. Là, il y a encore, je pense, beaucoup de travaux à faire dans ce domaine-là. Bon, nous, on ne travaille pas du tout, on est beaucoup plus en transversal, nous, à Montpellier, avec les cohortes de patients, mais c'est des travaux extrêmement importants et intéressants. Ce que l'on sait, je vous l'ai remis ici, c'est qu'au niveau hypothalamique, selon les noyaux hypothalamiques concernés, que ce soit le noyau périventriculaire là, de la région ventrale ou que ce soit le noyau arqué, vous avez des neurones Kiss dans ces différents noyaux qui répondent aux estrogènes et qui répondent aussi, on va le voir probablement, à bon nombre de polluants endocriniens environnementaux. Le noyau arqué intervenant plutôt dans le feedback négatif des stéroïdes sur l'hypothalamus, sur le GNRH, alors que le noyau ventral intervient plutôt dans la régulation positive et dans du coup le pic ovulatoire de LH, donc dans le sexe féminin, et qu'on a bien sûr un développement de ces noyaux qui est différent selon qu'on est dans un sexe masculin ou féminin. Or, ce que l'on voit dans des travaux récents, c'est que l'exposition à des souris, à différents polluants, bon là c'est le BPA, ça pourrait être autre chose, c'est le raisonnement que je veux souligner, est capable de moduler l'expression des neurones Kiss dans ces différents noyaux, noyau ventral, noyau arqué, avec une ouverture vaginale plus précoce. Et donc, du point de vue mécanistique, ces études récentes, qui se poursuivent bien sûr, d'exposition animale permettent de mieux comprendre l'action de ces endocrine disrupteurs au niveau central. Donc, à côté de ça, ce qui est important aussi, je vous ai souligné tout à l'heure, et ça va tout à fait dans ce sens-là, l'importance probablement de l'épigénétique dans le phénomène de déclenchement pubertaire. Je vous ai souligné de façon tout à fait isolée que dans les mécanismes d'action des polluants environnementaux, ils étaient capables d'intervenir sur l'épigénétique. Et bien là, il y a des études maintenant qui font le lien entre l'un et l'autre. Et on s'aperçoit effectivement que l'exposition de modèles murins à certains types de polluants va modifier l'expression de certains micro-RNA au niveau hypothalamique. Donc, ça ne va pas dans le sens forcément d'une puberté précoce, on n'en est pas forcément là, mais ça souligne en tout cas que probablement que là aussi, ils interviennent, enfin, la capacité qu'ont ces substances à modifier l'épigénétique et en particulier les micro-RNA jouent probablement un rôle dans le fait qu'ils ont une responsabilité dans l'avance de l'âge d'entrée en puberté et dans les phénomènes plus fréquents désormais de puberté précoce. Après, je vous ai souligné, donc vous voyez bien que on a tout, l'épidémiologie, je crois vraiment que là, il n'y a pas de doute, toutes les études vont dans le même sens. Les expérimentations, les études expérimentales, les mécanismes d'action vont dans le sens d'un rôle de ces substances. L'expérimentation animale peut être discordante parce que
tout dépend des doses, tout dépend des moments où vous allez exposer in utero ou au contraire en postnatal. Et tout dépend aussi du fait, je ne l'ai pas souligné, que les polluants endocriniens environnementaux agissent via un effet cocktail. Je ne sais pas si j'avais laissé la dire, je crois bien que je l'ai enlevée, j'aurais dû la laisser parce qu'en plus, c'est Montpelliérains qui ont montré ça. Et donc, forcément, les types d'exposition vont bien sûr totalement moduler l'axe gonadotrope, mais beaucoup d'études animales soulignent le rôle de ces substances dans les pubertés précoces. Alors, nous, comme les autres, si on reprend nos données, ça c'est de l'épidémio, de ce que nous avons dans le service, il est clair qu'on a effectivement plus de puberté précoce centrale, plus de prématurité large. Si je passe très vite, parce que c'est uniquement un interrogatoire, et sur des populations qui sont des petites populations, on a effectivement plus d'exposition ou habitationnelle, puisque nous sommes quand même dans une zone très agricole ou professionnelle, qu'il s'agisse des pubertés précoces centrales ou des prématurités larges. Donc, on va dans le même sens que les autres. Je ne vais pas m'y attarder. Nous, ce que nous avions développé il y a quelques années, mais qui ne suffit pas, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, seul comme façon d'aborder les choses, c'est que nous avions développé des techniques d'évaluation d'activité estrogénique en se disant que ces substances avaient, pour la majorité d'entre elles, une activité estrogénique et que évaluer des taux d'activité estrogénique trop élevés chez un patient ou un groupe de patients pouvait faire émettre l'hypothèse d'une exposition trop importante à ces substances. Ces dosages ont été évalués dans le sérum avec, bien sûr, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, toutes les réserves que l'on peut émettre, puisque le sérum, c'est facile d'accès, mais que les polluants environnementaux se stockent au niveau du tissu adipeux. Donc là, c'était une petite fille qui avait une puberté précoce avec des taux d'activité estrogénique sérique très élevés par rapport aux petites filles contrôle. Or, c'était des gens qui habitaient dans une propriété extrêmement contaminée. Il y avait été stocké du DDD et du DDT. Donc, les sols étaient eux aussi contaminés. C'est Nicolas Oléa qui nous avait fait les dosages dans le sol. Donc, vous voyez, ça peut aller dans le sens d'une puberté périphérique chez cette petite fille, qui, lorsqu'elle a déménagé, d'ailleurs, a vu les choses s'amender totalement. De la même façon, notre activité estrogénique sérique était plus élevée dans des groupes de prématurité large, donc développement mammaire isolé, chez des petites filles qui avaient à l'interrogatoire visiblement une exposition plus importante du fait de la profession des parents. Et puis, on a été un petit peu plus loin, mais à elle seule, c'est quelque chose de relativement compliqué. C'est-à-dire qu'on a essayé chez des filles pubères j'ai dû mettre le pied un peu sur cette activité pour des problèmes de financement. J'espère qu'on pourra recommencer dans les mois ou années qui viennent. On a essayé d'évaluer cette activité estrogénique chez des filles, cette fois-ci pubères, pour essayer de voir quel était l'impact de l'environnement, sachant que dans notre activité estrogénique, évidemment, on dosait l'activité liée à l'estradiol lui-même et l'activité liée potentiellement aux polluants endocriniens environnementaux. Il faut savoir que ces derniers ont des capacités de liaison moins importantes pour le récepteur des estrogènes, une affinité moindre que n'en a l'estradiol naturel. Donc, notre raisonnement a été de dire: on va synthétiser un récepteur aux estrogènes alpha que l'on va incuber avec notre sérum. L'idée étant d'évaluer l'activité estrogénique avant incubation et après incubation, en se disant qu'après incubation, le récepteur des estrogènes, ayant une très bonne affinité pour les estrogènes endogènes, devait capturer la majorité des estrogènes endogènes et de fait,
intellectuellement, on se disait, s'il nous reste une activité estrogénique non négligeable alors qu'on a incubé toute la nuit avec du ER-alpha, c'est qu'il doit y avoir des estrogènes de faible affinité, et probablement des estrogènes type PE. Donc, je vous montre ce qu'on pouvait obtenir. Vous voyez, des filles pubères pas particulièrement exposées, des prépubères ici, des activités estrogéniques différentes chez les unes et chez les autres, c'est bien normal. Les filles pubères ont plus d'estrogènes endogènes. Vous remesurez votre activité estrogénique après incubation avec le R-alpha, vous effondrez tout. Et sur la série de filles qu'on avait testées, de petites filles qu'on avait testées de la consultation, et c'est des manips que j'ai fait moi, vous voyez que sur un certain nombre d'entre elles, on en a certaines qui ne s'abaissent pas du tout. Et c'est pas du tout, dont l'activité estrogénique baisse, mais ne revient pas à zéro. Il est donc probable chez ces petites filles qu'on ait un rôle dans leur puberté précoce de facteurs exogènes et de polluants endocriniens environnementaux, celle-ci étant le cas d'école, là, qui était une petite qui avait de l'eczéma et dont la maman lui mettait des topiques au niveau, en particulier des plis du cou, des creux poplités, et qui avait probablement une activité estrogénique élevée liée à ça, et que je n'ai pas retrouvé par la suite puisque les parents avaient changé de topique. Alors, il faut comprendre que ce sont des études pas évidentes à l'échelon d'impatience, c'est ça que je voudrais souligner. Puisqu'il nous faut quand même beaucoup de matériel, on voit les patients en consultation, il faudrait pouvoir les techniquer tout de suite. Et voyez, par exemple, cette petite fille, quand j'ai rappelé les parents et que j'ai voulu revenir sur la question, elle avait déjà changé de topique et on a pu retrouver cette activité-là. C'est-à-dire qu'il faudrait que ce soit couplé à d'autres études, par exemple des dosages en spectro de masse plus exhaustifs d'un certain nombre de polluants endocriniens environnementaux, ce qui représente du point de vue coût au sens large, coût humain et coût financier, effectivement quelque chose d'extrêmement lourd à l'échelon d'un patient. Donc à l'échelon d'un patient aujourd'hui, on n'a pas de technique qui puisse nous dire, je ne suis pas sûre qu'on en aura une un jour, qui puisse nous dire cette petite fille ou ce petit garçon a une puberté précoce ou une autre pathologie liée aux polluants, à coup sûr parce qu'il y a une histoire d'exposition à des endocrine disrupteurs. C'est très difficile à l'échelon d'un patient, alors que les arguments, je vous l'ai montré, à l'échelon de la population, il n'y a pas de doute, on les a, puisque quand on reprend l'épidémio, les activités expérimentales, on les a. Mais c'est beaucoup plus compliqué à l'échelon d'un patient. Alors, en conclusion, ce que je voudrais dire, c'est que comme toute pathologie environnementale, on parle des pubertés précoces aujourd'hui, ce n'est pas la dose qui va faire la problématique de ces substances, mais c'est vraiment la période d'exposition et c'est l'effet cocktail, c'est-à-dire qu'on sait très bien que, ça on le montre bien in vitro, je vous dis, je crois que je n'ai pas mis la dia, mais une substance A à toute petite dose ne va rien donner, B à toute petite dose ne va rien donner, puis A et B aux mêmes doses vont non seulement s'additionner, mais se potentialiser pour donner un effet. Donc, il faut déjà toujours avoir ça en tête quand on parle d'endocrine disrupteur. Ensuite, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est le mécanisme de maladie qui vont s'exprimer plus tard dans l'enfance, à la puberté, puisque nous, on parle de puberté, mais ça pourrait être plus tard à l'âge adulte, alors que l'exposition, elle n'est pas forcément au moment T, mais elle peut être une exposition pendant la vie fétale. C'est l'exemple même du doigt. Donc, ce que l'on peut dire, et je vous ai cité ce papier, s'il y en a que ça intéresse, c'est une très très belle revue sur la question qui est très bien faite. On se retrouve avec une exposition à des polluants endocriniens environnementaux qui va se faire probablement in utero, mais aussi ensuite dans l'enfance, qui peut intervenir au niveau de la puberté et de facto probablement avoir d'autres conséquences, via une modification, j'ai essayé de vous le montrer, au niveau central du gonadostin, via probablement aussi l'activité estrogénique propre qui peut intervenir dans la modification, enfin le développement des caractères sexuels secondaires, par exemple la télarche, qui peut intervenir aussi
via l'effet des stéroïdes, j'ai essayé de vous le montrer, sur les noyaux hypothalamiques et donc sur le gonadostat. Et donc, c'est tout ce continuum qui va intervenir dans les pubertés précoces. Et puis après, il y a la suite. Il n'y a pas que la puberté précoce, il y a quid du retentissement ensuite sur la fertilité, quid sur certains cancers hormonodépendants qui peuvent avoir comme dénominateur commun l'exposition à des stéroïdes plus précoces, par exemple liés à une puberté précoce chez la petite fille, je parle du sein par exemple, et qui peuvent aussi avoir comme dénominateur commun l'exposition en elle-même à certains polluants endocriniens environnementaux. Donc je pense que moi, j'essaie toujours d'être dans la thématique environnementale, on va dire, comme ailleurs d'ailleurs, le plus d'être à l'équilibre. Voilà. Je pense que l'impact sur la santé, il est plus à prouver. L'impact sur les pubertés précoces, il n'est plus à prouver. Les arguments, on les a. On ne peut pas sombrer dans une position extrême, et ça c'est vrai pour tous les retentissements sur la santé de ces substances. On peut parvenir à une exposition à rien du tout. Il faut garder à l'esprit que tous les polluants, qui plus est endocriniens environnementaux d'une même famille, n'ont pas la même toxicité. Il faut que vous gardiez à l'esprit, je vous le dis, parce qu'on ne se rend pas forcément compte de ce que ça représente au niveau d'un travail de laboratoire, que l'interdiction, qui est tout à fait légitime, hein, je m'entends, c'est pas ça que je dis, de certains polluants endocriniens environnementaux implique qu'il y ait des molécules de substitution, mais ces molécules de substitution, il faut les tester. Pendant que les laboratoires de recherche testent ça, ben, ils ne font pas autre chose, on ne peut pas se démultiplier. De facto, certes, il faut, je crois que la preuve, on l'a, il n'y a pas de doute. Il faut poursuivre les études parce que d'un point de vue mécanistique, il faut essayer de mieux comprendre les choses et en particulier au niveau central et au niveau gonadotrope. Au niveau, je l'ai laissé, je continue à le laisser, essayer de poursuivre pour voir si on ne pourrait pas à l'échelon d'impatients mettre en évidence, enfin, développer des méthodes qui puissent nous dire oui, ce patient a telle pathologie, en l'occurrence ici une puberté précoce, et probablement que c'est en lien avec les polluants endocriniens environnementaux, ça reste très difficile aujourd'hui. Et même si on l'oublie, me semble-t-il, chez les enfants depuis quelque temps, le principe de précaution, comme dans beaucoup d'autres domaines, me semble-t-il, devrait prévaloir et on devrait impérativement protéger les femmes enceintes, bien sûr, puisque je vous ai montré que c'était une période de vulnérabilité, et les enfants de certains polluants endocriniens environnementaux. Ce n'est pas mathématique, d'autres en parleront. Moi, j'ai une consultation après, il faudra que je parte vers 11 h, mais je sais que vous en parlerez. Il y a maintenant des consultations prénatales, il y a des conseils aussi que l'on peut donner à l'enfant. Je vous parlais de ma petite fille avec ses topiques. On peut quand même donner des conseils de mettre le moins de topiques possible, d'utiliser des choses sans colorant, sans parabènes. Bon, bref, je ne reparle pas, je ne veux pas empiéter sur les présentations de mes collègues, mais il y a quand même des conseils à donner. Et nous, à l'échelon ensuite santé publique, effectivement, faire en sorte d'essayer, non pas d'inhiber, mais de diminuer en tout cas l'exposition le plus possible et surtout dans ces périodes à risque de la vie fœtale, donc de la femme enceinte et de la petite enfance. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Paris, pour ces démonstrations extrêmement claires, extrêmement précises. En tout cas, je sens qu'on a besoin aussi d'un temps d'imprégnation de tous ces éléments scientifiques, de toutes ces démonstrations, parce que c'était extrêmement dense. Donc, je vous rappelle simplement qu'on a bien entendu une captation vidéo qui sera disponible d'ici une dizaine de jours sur le site du DRAPS. Donc, n'hésitez pas aussi à revoir certains passages. En tout cas, voilà, pour cette présentation. Et merci surtout d'avoir synthétisé en quelques phrases les conclusions sur lesquelles le monde scientifique s'accorde aujourd'hui. Je ne vais pas attendre plus longtemps avant de laisser la parole à Sophie Fleckenstein, donc qui interviendra sur la réglementation en France, les plans et les programmes. Cela nous a été
en tout cas introduit ce matin par Pierre Ricordeau, notamment avec la stratégie perturbateur endocrinien. Sophie, merci d'avoir partagé ton PowerPoint et je te laisse la parole. Et on se retrouve d'ici un petit quart d'heure pour les questions-réponses. Merci. Merci, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci pour l'organisation de cette journée. Je pense que c'est un sujet effectivement dont on entend tous de plus en plus parler, mais après c'est toujours très pertinent de rentrer un peu dans les effets concrets. Donc merci vraiment pour ces échanges qui promettent d'être assez riches et merci de me donner l'occasion d'intervenir. Donc je vais essayer d'aller vite pour qu'on ne se décale pas plus dans le timing de la journée et de la matinée au moins. Donc, moi, je vais vous parler effectivement de tout l'aspect réglementation. Alors, en France, comme l'a dit Marie, et aussi en Europe, parce que forcément, quand on parle de réglementation française, on parle de réglementation européenne. Donc, je vais essayer de faire un petit plan assez rapide là-dessus pour que vous ayez une idée de ce qui existe, hein, si vous ne le savez pas. Alors, évidemment, voilà. Donc déjà, je vais revenir du coup sur ce qu'a dit Madame Paris en partie parce qu'avant de réglementer sur ce qu'est un perturbateur endocrinien, sur ce qu'on va pouvoir interdire, encadrer, il faut évidemment se mettre d'accord sur la définition. Et c'est là où ça a été très compliqué, notamment au niveau européen. On a eu beaucoup de mal à se mettre d'accord et d'ailleurs, on a encore beaucoup de mal à se mettre d'accord sur ce qu'est concrètement un perturbateur endocrinien. Et du coup, comme on a du mal à se mettre d'accord et à définir, on a du mal à prendre des réglementations appropriées derrière. On a quand même quelques grandes lignes. On a notamment une définition de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, elle nous dit qu'un perturbateur endocrinien, c'est une substance ou un mélange qui altère les fonctions du système endocrinien et qui a des effets nocifs, donc on l'a vu, sur la santé d'un organisme ou de ses descendants. Donc ça, c'est la version Organisation mondiale de la santé. Et après, on a la version qui est pour partie celle de l'Union européenne, qui est en fait un perturbateur endocrinien. C'est quand on a des effets délétères, des effets indésirables, qu'on constate une perturbation du système endocrinien et qu'on arrive à faire le lien entre les deux. Ça paraît basique, hein, mais c'est en gros. Et donc, c'est se poser la question de tout ce qu'on a vu et de tout ce que nous a présenté Madame Paris en amont, c'est-à-dire voilà, on sait qu'un perturbateur endocrinien, ça peut mimer l'action d'une hormone, ça peut empêcher à une hormone de se fixer à son récepteur. Voilà, ça a plein de mécanismes différents et c'est très difficile de traduire, on va dire, juridiquement ces actions, enfin, d'arriver à se mettre d'accord sur ce qui va relever ou non de cette définition-là. Donc, c'est tout le défi. Et c'est vrai que on met beaucoup de temps à intervenir. Alors, comme vous disiez juste avant, Madame Paris, c'est vrai que l'idée, c'est de se dire que tous ces constats et toutes ces informations qui s'enrichissent autour des perturbateurs endocriniens et du coup, les effets sur la santé nous amènent à nous dire que il ne faut pas accepter cette situation comme étant la fameuse nouvelle normalité. Donc, il faut agir. Il faut essayer d'anticiper, mais c'est vrai que, comme vous le disiez très justement aussi, il ne faut pas non plus partir dans un mouvement de panique. Et donc, c'est tous ces équilibres-là qui font que ça a été difficile d'avancer rapidement sur la question au niveau européen, en tout cas. Alors, je vais faire juste un petit historique relativement rapide, je vous rassure. Donc, les perturbateurs endocriniens, on en parle depuis les années 60. Au niveau de l'Union européenne et en tout cas dans une préoccupation de réglementation, c'est arrivé bien plus tard. Mais dès les années 90, donc en 96, l'Union européenne, elle reconnaît ces substances comme particulièrement préoccupantes pour la santé, pour l'environnement. Donc, elle se positionne clairement dessus. Après ça, il y a eu différentes étapes. En 99, on a eu une stratégie communautaire autour de ces questions-là. Après, le grand moment, c'est la mise en place en 2007 d'une grande réglementation qui s'appelle REACH au niveau européen. Et en fait, alors c'est pas que sur les perturbateurs endocriniens, même pas du tout. À la base, c'est sur toutes les substances chimiques. Et en fait, ça permet d'enregistrer, d'évaluer et d'autoriser des substances et éventuellement de les retirer en fonction de leur dangerosité potentielle. Et en fait, au sein de cette réglementation, on a intégré partiellement la question des perturbateurs endocriniens. Mais ça, c'est une grosse étape parce que c'est le moment où l'Europe se concentre sur la question des substances chimiques et de leurs effets sur la santé, sur l'environnement et décide de réglementer de manière assez volontariste à l'époque. Donc ça rentre en fonctionnement, mais ça met du temps à se mettre en place et la particularité des perturbateurs endocriniens fait que c'est un peu compliqué.
Donc après, on a certains pays au niveau de l'Union européenne qui poussent et qui grondent même l'Union européenne en disant qu'elle ne s'intéresse pas assez fort et assez vite à cette question-là. Donc, elle répond en général à ces réprimandes et elle refait des stratégies sur les perturbateurs endocriniens. Elle précise, ça a été le cas en 2018, elle reprécise comment on identifie un perturbateur endocrinien, en tout cas pour tous les produits phytopharmaceutiques et les biocides. Elle ne le fait pas sur tous les sujets, on va voir. Et puis en 2020, donc plus récemment, du coup, on réinsiste sur la question des produits chimiques. Il y a un pacte vert pour l'Europe et on a une espèce de mobilisation autour de ça un petit peu plus forte. Et donc, l'objectif principal étant toujours de réduire l'exposition des populations et de l'environnement à ces produits. Et puis, vous avez certains pays, on verra, dont la France, qui ont insisté pour qu'on commence à établir une liste des perturbateurs endocriniens sur lesquels on est d'accord au niveau européen. Parce qu'il faut se mettre d'accord sur la définition et puis après, il faut se mettre d'accord sur qui rentre dans cette liste et à quel niveau. Voilà, donc comme je vous le disais, il y a une réglementation européenne qui encadre les substances chimiques, on va dire, de manière générale. Et puis, il y a des réglementations sectorielles, par exemple sur les cosmétiques, par exemple sur les jouets, qui n'évoluent que parallèlement ou plus lentement. Donc, c'est assez complexe. Cette question est encadrée de manière assez compliquée au niveau européen. Et du coup, ce que je vous disais, c'est qu'on dit qu'elle n'est pas complète. Enfin, la réglementation au niveau européen, elle n'est pas du tout complète sur les perturbateurs endocriniens parce qu'on n'a pas vraiment réussi à se mettre d'accord. Ce que je vous disais, c'est que le point central, ça reste REACH. Donc, ce règlement qui a le mérite de s'appliquer dans les pays sans demander une transposition, donc sans demander de nouveaux textes. Donc, un perturbateur endocrinien, avec le règlement REACH, ça peut être identifié comme une substance extrêmement préoccupante et du coup, ça peut être soumis à une réglementation un peu plus compliquée. Ce que je vous disais, par exemple, pour les produits phyto ou pour les produits biocides, il y a des réglementations qui permettent d'exclure certains produits parce qu'ils ont fait leur preuve, entre guillemets, d'effets néfastes sur la santé et sur l'environnement. Puis après, vous avez d'autres règlements plus transversaux sur les substances chimiques voilà, qui vont évoluer petit à petit. Finalement, on sent que la question des perturbateurs endocriniens, elle est arrivée dans les consciences, mais elle arrive un peu en décalage dans la réglementation. Et puis parce que j'apprendrai à personne qu'il y a des lobbies assez puissants qui forment une résistance aussi pour ces réglementations-là, parce que c'est compliqué aussi pour eux après à gérer et à mettre en œuvre, on va dire, dans leur quotidien. Hop. Donc après, la place de la France, donc, parce que là, on va recentrer sur la question de la France. On peut dire que la France, elle a un rôle assez actif au sein de l'Union européenne sur ces questions-là, puisqu'elle est, comme ça a été dit par M. Ricordo et par Mme Paris, on est un des premiers pays à avoir mis en place une stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens. J'y viens juste après. Un premier pays dans le monde, hein, même. Il y a l'exemple, alors on a parlé BPA dans les présentations précédentes, je vous redonne l'exemple du bisphénol A parce que je pense que tout le monde en a plus ou moins entendu parler. Donc, vous savez qu'au départ, c'est un dossier qui part pas que de la France, mais notamment de la France, où on arrive à le faire interdire en France pour tout ce qui concerne les produits destinés aux jeunes enfants, aux bébés, les enfants de moins de 3 ans. Et puis qu'après, la France, avec cette expérience-là, va partir au niveau européen pour essayer de porter cette interdiction au niveau de l'Agence européenne des produits chimiques notamment, et ce qui va apporter ses fruits en partie. Et puis après, en France, on a fait évoluer la réglementation. Donc, on l'a retiré des contenants alimentaires. Alors, je vais être un tout petit peu pessimiste à cet endroit, puisque Mme Paris, vous disiez qu'a priori, on avait réglé la question en France. Et il ne semble pas que ce soit tout à fait le cas, puisque visiblement, les industriels ont continué à mettre du bisphénol A dans les contenants alimentaires pendant un certain nombre d'années. Donc, on verra ce que ça donne. C'est des accusations qui n'ont pas fait l'objet de vérification pour l'instant, mais il n'est pas dit que la question soit tout à fait réglée. Et comme vous le disiez, de toute façon, quand on enlève un produit, il faut le remplacer par un autre. Et j'imagine qu'on en reparlera au cours de cette journée, mais le problème, c'est que les substituts, parfois, donc ça prend du temps, effectivement, d'analyser leurs effets aussi, et puis on se rend compte qu'ils ne sont pas nécessairement beaucoup plus intéressants. C'est le cas, je ne veux pas dire de bêtises, je crois, pour le bisphénol S et le bisphénol E qui ont été mis en remplacement du BPA et qui, a priori, selon les premières études, montreraient un caractère de perturbateur endocrinien aussi.
Voilà, bref, tout ça pour dire que du coup, en France, on essaye de porter alors déjà, au sein de notre propre pays, il y a une mobilisation autour de cette question-là, je vais vous montrer, mais qu'on essaye de porter quelque chose au niveau européen pour une meilleure prise en compte des perturbateurs endocriniens dans la réglementation. Et l'idée, c'est d'avoir une définition qui puisse correspondre à peu près à toutes les réglementations, parce que comme je vous ai dit, on ne parle pas d'un perturbateur endocrinien de la même façon quand on parle de biocides, quand on parle de cosmétiques, etc. Donc l'idée, ce serait d'arriver à avoir quelque chose d'assez commun et horizontal. C'est un travail qui est en cours et qui n'est pas encore tout à fait abouti. Donc, les perturbateurs endocriniens en France spécifiquement, vous avez un rôle, le rôle fondamental de l'agence sanitaire, de l'ANSES, qui travaille, qui est identifiée comme la référente pour comprendre tous ces mécanismes d'action, essayer de comprendre justement les effets, en tout cas, coordonner la façon dont on comprend les effets de ces substances sur certaines pathologies, les évolutions qu'on a constatées au fil du temps. Elle finance des programmes de recherche qui sont dédiés à la question aussi. Et puis, Madame Paris a parlé de l'histoire de certaines spécificités des perturbateurs endocriniens sur lesquels l'agence travaille aussi. On a parlé des effets cocktails, c'est-à-dire le fait qu'en mélangeant plusieurs substances, on a des effets qui sont au mieux accumulés, mais plutôt souvent qui se potentialisent entre eux. Donc, on n'a pas les mêmes effets si on a 1, 2 ou 3 produits. Donc, on essaye de travailler beaucoup sur plus sur la question des effets cocktails, mais je sais que ce n'est pas évident, même si ça ne relève pas de ma compétence. Les fameuses relations dose-réponse non monotones, donc c'est ce que disait Madame Paris aussi, c'est-à-dire que normalement, avec un poison, on en prend, et plus on en prend, plus c'est dangereux. Avec les perturbateurs endocriniens, pour résumer de manière très simple, en gros, ce n'est pas comme ça que ça se passe. On peut avoir une très faible dose à un moment donné et avoir des conséquences. On peut avoir une très forte dose et pas en avoir. Donc voilà, il y a quelque chose qui est pas dans le classique de ce qu'on savait faire jusque-là. Les fenêtres d'exposition, les faibles doses d'exposition. Donc les fenêtres d'exposition, c'est les moments où on est particulièrement vulnérable à l'effet de ces substances. Voilà, et l'ANSES, elle travaille aussi pour accompagner toute la démarche au niveau de l'Union européenne pour identifier les perturbateurs endocriniens. Donc, elle fait sa part, elle prend une partie des tests, etc. à faire. Elle priorise, elle évalue les substances. Donc, par exemple, elle a travaillé sur les phtalates, sur les perfluorés, on en a parlé. Et en France, si vous regardez, vous verrez que l'ANSES, elle parle de perturbateurs endocriniens qui sont suspectés, qui sont présumés ou qui sont avérés. Et donc, en gros, les seuls sur lesquels on prend des décisions réglementaires contraignantes, c'est les avérés. Voilà. Et les autres, ça évolue tranquillement. Après, c'est un travail qui est extrêmement long parce que ça concerne énormément de substances et qu'il faut beaucoup de monde pour travailler et que ça demande un temps qui prend sur le long terme et que du coup, ça va être compliqué avant d'avoir des informations très complètes. Mais du coup, c'est l'agence sanitaire qui s'occupe de ça pour la France. Et comme je le disais, elle travaille aussi sur toute la question des substituts. Alors, quand je dis l'agence sanitaire, ce n'est pas que l'agence sanitaire, bien sûr, elle coordonne ces travaux-là, en tout cas, et elle les finance pour partie. Je vous ai mis l'exemple d'une publication donc, sur la substitution du bisphénol A. Donc, ce n'est plutôt pas des bonnes nouvelles, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut arrêter. Mais c'est vrai qu'a priori, il y a une partie des substances qui ont été utilisées pour remplacer le bisphénol A qui ne sont pas beaucoup plus intéressantes. Voilà. Donc après, en France, de manière générale, on a une planification que vous connaissez peut-être très bien, mais je reprends les bases, le plan national santé-environnement. Donc il n'y a pas très longtemps, on est passé à la version 4 du plan national santé-environnement. Et donc, bien sûr, quand on parle de santé-environnement, on parle de perturbateurs endocriniens, puisqu'on est au cœur, c'est typiquement au cœur de ces informations-là, de ces enjeux-là. Donc, le plan national santé-environnement parle des perturbateurs endocriniens, bien sûr, mais il renvoie à un autre document dont on vous a parlé. Juste pour vous dire que, en fait, le plan en version 4, il a essayé d'être plus lisible et plus efficace que la version 3 qui a été largement critiquée. Et donc, il renvoie notamment à d'autres planifications sur les sujets très spécifiques. Et donc, c'est le cas sur la question des perturbateurs endocriniens. Le plan national santé-environnement, il renvoie directement à la stratégie nationale, ce qui paraît assez pertinent. Donc voilà, sachez qu'il en parle, mais il ne rentre pas dans le détail des actions puisque c'est prévu dans la stratégie nationale. Juste de manière générale, donc le plan national santé-environnement, c'est s'informer, se former, informer toujours, je prends les grandes lignes, réduire au maximum les expositions environnementales, ça c'est évident, c'est l'objectif principal.
Celui-ci, il a eu pour ambition de démultiplier les actions concrètes, donc ce qui se fait dans les collectivités territoriales, essayer d'en faire parler beaucoup et de faire ce qui est reproductible, on en parlait en introduction, et puis continuer à mieux connaître les expositions et les effets, bien sûr. Et donc, le plan renvoie à la stratégie nationale perturbateur endocrinien. Ça a été dit en introduction par M. Ricordo. Donc, on a eu une stratégie perturbateur endocrinien en 2014. La première, on faisait partie des premiers pays dans le monde à faire ça, qui avait pour objectif principal toujours réduire l'exposition des populations et l'environnement aux perturbateurs endocriniens. Donc, elle avait travaillé sur la recherche beaucoup, l'expertise, la réglementation des substances, bien sûr, et toujours formation et information. Elle a fait l'objet d'une évaluation de cette stratégie par le SGAR, le CGEDD et l'IGAS. Il y a eu des recommandations dont on a tenu compte pour faire la version 2. Et donc aujourd'hui, on est à la stratégie nationale perturbateur endocrinien version 2. Donc elle est 2019-2022. Elle s'adapte notamment à toutes les déclarations dont je vous ai fait part sur les engagements au niveau européen pour réduire l'exposition aux substances chimiques. Elle a intégré aussi le concept d'une seule santé dont on a beaucoup parlé avec la pandémie, c'est-à-dire dire il n'y a pas la santé de l'homme, il y a la santé de l'environnement, la santé des écosystèmes, la santé animale, et il faut intégrer tout ça et raisonner globalement. Donc, exactement de la même manière, cette stratégie, elle veut former, informer, toujours protéger, bien sûr, c'est l'objectif, et toujours améliorer les connaissances et essayer de continuer à travailler là-dessus. Donc, je ne vais pas passer plus de temps là-dessus, mais je vous ai mis juste quelques extraits pour vous dire que voilà, comment elle décline ces informations-là. Former, informer, toujours sensibiliser les acteurs, les citoyens, faire de la prévention. Donc, c'est aussi ce qu'on fait aujourd'hui. Protéger toujours, alors que ce soit la santé ou les écosystèmes. Et après, sur les connaissances, toujours ce que disait Madame Paris juste avant aussi, coordonner ça au niveau national, mobiliser des moyens, etc., renforcer la surveillance. Donc, c'est tout ça qu'elle essaye de faire. Je ne vous cache pas, je vous le dis juste comme ça pour être à nouveau un peu rabat-joie, mais elle a aussi été beaucoup critiquée. Elle commence à peine, mais elle est critiquée. On dit qu'elle manque de moyens. On peut toujours critiquer. Elle existe au moins, mais on dit qu'elle manque de moyens. On dit qu'elle ne s'est pas assez consacrée à la question de l'alimentation, alors qu'on sait que c'est un gros facteur d'exposition pour les perturbateurs endocriniens, qu'elle ne tient pas assez compte des facteurs socio-économiques et des inégalités d'exposition. Ça, je pense qu'on peut le dire pour les perturbateurs endocriniens, on peut le dire pour plein d'autres sujets. Qu'elle est beaucoup dans l'incitation, pas assez dans la contrainte. Alors ça, c'est l'éternel débat. Est-ce qu'on contraint, est-ce qu'on réglemente ou est-ce qu'on continue à procéder plutôt par incitation? Et puis, un grand reproche des ONG notamment, c'est de dire qu'il y a des perturbateurs endocriniens dont on sait qu'ils sont néfastes et qu'ils sont parfois utilisés de manière totalement inutile. Alors, tout est dans comment on comprend le mot inutile, mais voilà, essayer de retirer au maximum ces substances-là du marché. Donc, ils auraient voulu que ce soit un peu plus ambitieux là-dessus. Après, je sais que ça sera présenté dans la journée, donc je vous le signale simplement. Donc, il y a cette réglementation européenne, cette réglementation française, et après, il y a des initiatives locales. Là, je vous ai pris des exemples Occitanie. Vous avez un plan d'action, ça a été cité en introduction aussi, régional. Donc, la région s'est engagée sur la lutte contre les perturbateurs endocriniens. Vous avez la même chose au niveau du conseil départemental. Et si je continue à descendre, vous avez la même chose au niveau de Toulouse, par exemple, mais c'est le cas dans votre ville et on aura des témoignages. Donc, il y a des engagements volontaires pour essayer d'avancer sur ces questions-là aussi, indépendamment de la réglementation. Et je vous signale juste, et j'en termine là, qu'il y a une petite actualité là-dessus en termes de réglementation. C'est la loi de lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire de 2020 qui fait qu'à partir du 1er janvier 2022, donc demain, on aura une obligation d'information sur la présence de perturbateurs endocriniens dans les produits de consommation et potentiellement des pictogrammes déconseillés aux femmes enceintes. Donc, c'est juste pour certains produits, ça ne sera pas pour tous les produits. A priori, typiquement, médicaments et denrées alimentaires en sont exclus. Et ce sera une information en ligne. Donc, il y a quelques, on va dire, mesures. Enfin, on va voir comment ça va se mettre en application concrètement. Il faudra voir l'interprétation des textes qui va être faite par les services pour voir ce que ça va donner. Mais sachez que donc, en théorie, à partir du 1er janvier, on devrait pouvoir avoir accès à ces informations-là pour des produits de consommation de manière un peu plus facile que ce n'est pas aujourd'hui, parce que pour l'instant, ce n'est pas très facile. Voilà, je vais m'arrêter là, comme ça, j'essaye de rattraper un peu et je reste à votre disposition pour échanger. Merci Sophie, merci d'avoir respecté le temps qui t'était alloué et merci d'avoir terminé sur cette note positive, en tout cas en matière de perspective.
vu le contenu de ce que tu nous as présenté au préalable, effectivement. Je vais me pencher dorénavant sur les questions qui nous ont été posées dans le chat. Alors, il y en a eu un certain nombre, plutôt à destination de Madame Paris dans un premier temps. Donc, je m'adresse à Françoise Paris dans un premier temps, mais pour les personnes qui souhaitent en tout cas continuer à nous poser des questions, nous avons 15 minutes. Je vous propose de continuer à en poser en parallèle et puis on essaiera d'y répondre pendant le temps qui nous est donné. Alors, Madame Paris, on a une question des Petits Débrouillards, qui est une association de médiation scientifique. Est-ce que les perturbateurs endocriniens peuvent être à l'origine de l'émergence des dysphories de genre? Qui est une question tout à fait spécifique. Je vous l'accorde. Et peut-être qu'on manque de recul scientifique, notamment sur ces questions-là. En tout cas, c'est une question tout à fait intéressante. Je pense qu'on ne peut pas... Bon, des dysphories de genre, on y est de plus en plus confrontés, hein, nous en pédiatrie, on sait bien. On ne peut pas... À l'origine de l'émergence, je ne dirais pas ça. Je dirais que ça peut contribuer probablement au phénomène, mais ça n'est pas monofactoriel, évidemment. Très bien. Alors, une seconde question qui concernait un graphique que vous nous aviez présenté sur les âges moyens des premières règles depuis 1870 ou 90, me semble-t-il. Comment expliquer cette chute majeure de l'âge moyen des premières règles? Et on voit que cette chute est vertigineuse. Est-ce que nous avons loupé le coche? Nous avons l'impression que nous sommes très, très, très avancés dans le problème. Alors, effectivement, c'est vrai que cette courbe est tout à fait… Louper le coche de quoi? Alors, je pense que la personne qui souhaite s'exprimer essaye de démontrer que, visiblement, la question des Moi, ça me surprend. Ouais, ça me surprend pas tellement. La puberté précoce serait arrivée finalement… Après, l'âge des règles ne témoigne pas de puberté là, vraiment précoce. Voilà. Je pense qu'il y a une amélioration des conditions de vie majeures qui intervient probablement dans le fait que l'âge des règles, voilà. Notamment au niveau de la diversité de l'alimentation, de la qualité de l'alimentation. Moi, je pense que c'est surtout ça, peut-être aussi lié au phénomène de certains endocrines disrupteurs, mais c'est plus l'amélioration des conditions de vie en général. Et on voit surtout que ça se stabilise. Ouais. Sauf quelques petits, mais enfin, je crois qu'il faut être synthétique, oui, ça se stabilise. Ouais. Très bien. Alors, quand vous avez évoqué le cas d'école sur les derniers graphiques présentés, vous nous aviez expliqué que l'activité pubertaire de la petite fille, la dernière courbe, qui restait tout à fait haute par rapport en tout cas aux autres petites filles. Donc, l'activité pubertaire de cette petite fille est due… l'activité estrogénique. Voilà. Est-ce que cela a été dû finalement aux crèmes qui étaient appliquées contre… Ah ben oui, à mon avis, oui, hein, parce que je l'ai reprise le temps que je les reconvoque, enfin, que je les rappelle, pas que je les reconvoque, je ne convoque pas. Le temps que je les rappelle, quand on discute, qu'elle revienne avec sa fille, tout s'était effondré et le développement, ma mère, s'était effondré aussi. Donc oui. Oui. Clairement. C'est pour ça que c'est compliqué. Moi, quand on avait participé, j'avais participé au plan là, au ministère de la Santé et de l'Environnement. C'est ce que j'avais fait passer comme message. Hein. Sur le terrain, quand on travaille chez l'homme, c'est pas évident parce qu'on est confronté à la vraie vie et d'abord au fait qu'on a peu de matériel, hein. C'est pas comme si on dosait des polluants endocriniens environnementaux dans l'eau de ville, hein. C'est du sérum humain. Et puis au fait que voilà, ça c'est la vraie vie. Une fois que c'est passé, vous ne pouvez plus, vous n'allez pas retartiner cette petite fille de crème pour réavoir une prématurité large. Et voilà, c'est la vraie vie. Donc c'est des vraies difficultés qu'on a. C'est pour ça qu'à un moment, le principe de précaution prévaudra. Ouais. Parce que les arguments sont là et il y a des choses de toute façon qu'on ne peut pas faire avec les patients, c'est sûr.
Alors, une question tout à fait précise qui suit. Conseillez-vous pour une petite fille de 2 ans qui a beaucoup d'eczéma de consulter un praticien spécialisé, c'est-à-dire un pédiatre endocrinologue? Non, pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Il faut être informé de ce qu'on a dit tout à l'heure et essayer de choisir un topique. C'est mis maintenant hein, sur les topiques très souvent. Sans colorant, sans parabènes. Il y a quand même des choses, on a quand même accès à des infos. Donc, on verra cette partie-là en tout début d'après-midi. Justement, Sophie Fleckenstein reviendra aussi nous reparler de comment repérer ces perturbateurs endocriniens et comment les éviter. Voilà, c'est pour ça que je ne me suis pas étendue. Voilà, on ne s'est pas étendu sur cette question-là. Il y a une autre question hein, qui concerne l'utilisation de l'eau en bouteille pour les bébés. Voilà. De toute façon, il n'y a pas de solution. Nous, on avait testé, enfin, l'équipe avec laquelle je collabore encore, qui ont publié là, sur l'effet cocktail au début, ont beaucoup travaillé sur les eaux de ville. Il y en a aussi au niveau de l'eau du robinet. Ça dépend de certaines périodes. Il y a des périodes où il y a plus d'activité estrogénique que d'autres. Et dans les eaux de vie, dans les eaux en bouteille, moi j'étais surprise qu'on trouve des activités estrogéniques dans des eaux en bouteille, embouteillées dans du verre, puisque ça relargue bien sûr moins de substances que des bouteilles en plastique. Mais c'est pareil, mais on ne peut pas se soustraire à tout. Je pense quand même que c'est une bonne chose. Que majoritairement, ce sont des bouteilles en plastique. Enfin, vous en parlerez, je ne veux pas empiéter sur ce que vous direz. Après, si on peut éviter de les laisser dans un coffre de voiture à 40 degrés, les bouteilles en plastique avec de l'eau dedans, ce n'est pas plus mal. Voilà, on ne peut pas se soustraire à tout. Alors, on en parlera aussi en seconde partie de matinée, mais une question qui concerne les conséquences de la puberté précoce chez les enfants. Alors, je vous propose qu'on laisse cette question de côté. Oui, parce que Madame Piankowski en parlera. Tout à fait, va s'attarder sur cette question-là. Je vais passer à une question peut-être pour Sophie. Que pensez-vous des applications de type Yuka et bien d'autres, hein, parce qu'il y en a aujourd'hui pléthore qui sont disponibles sur nos téléphones. Qu'est-ce qu'on peut en dire et quelle fiabilité, Sophie? On peut dire déjà qu'elles ont le mérite d'exister et je pense que la démarche est particulièrement intéressante parce que ça montre qu'on a envie de savoir ce qu'il y a dans les produits qu'on consomme. Donc, c'est déjà très bien voilà, que ça existe et puis que ça se soit développé comme ça et que ça rencontre une certaine forme de succès. Après, c'est comme tout, ce n'est pas parfait, bien sûr, parce qu'il n'y a pas tout dedans. Typiquement, la question des perturbateurs endocriniens, elle est difficile. Ce que je vous disais, il n'y a pas réellement de liste. On en parlera tout à l'heure aussi, mais sur quoi peuvent-ils s'appuyer pour rentrer ces informations dans leur base de données? C'est tout le débat. Donc, est-ce qu'on va aller s'inspirer des travaux qui sont faits en France? Est-ce qu'on va prendre ce qui est fait au niveau européen? Est-ce qu'on va plutôt aller travailler sur ce qui a été fait par certaines ONG? Voilà, c'est toujours forcément relativement délicat. Après, je pense que maintenant, ils ont intégré, on va dire, les bad boys, quoi, ceux qu'on connaît bien, sur lesquels tout le monde est à peu près d'accord. Voilà, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quand même une liste noire. Moi, je pense que la démarche, elle est bien. Après, ce que je vous disais là, c'est qu'on va libérer de l'information avec les nouvelles informations qui vont devoir être transmises par les industriels principalement. Donc, ça devrait être de plus en plus pertinent. Voilà. Après, on verra, hein, mais effectivement, il y a plein de choses qui relèvent aussi du bon sens et sur des produits ultra transformés. Pas forcément très utile. Je ne suis pas sûre qu'il faille passer beaucoup d'énergie à se demander ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Mais ça a le mérite d'exister et ça devrait être de plus en plus pertinent sur cette question-là. Quelques exemples de la liste noire dont tu parles, Sophie? Est-ce que j'ai un exemple de la liste noire? Il y en a certains qui ont été cités largement là dans les présentations, notamment de Madame Paris. On sait qu'il y a les bisphénols, les familles de bisphénols, les phtalates, les dioxines. Voilà, il y a des grands classiques sur lesquels il n'y a plus trop débat, me semble-t-il, même si c'est jamais aussi simple que ça. Mais j'en parlerai aussi tout à l'heure un petit peu sur ceux dont on a, voilà, les parabènes, on en a aussi beaucoup entendu parler. Triclosan, on a entendu parler aussi. Mais voilà, après, ils ont tous des noms à coucher dehors. Ils en ont à peu près une dizaine chacun. Donc, c'est toujours très difficile de savoir de qui on parle. Ils ont tendance à se cacher un peu. Voilà. Ouais, exactement. Et à prendre de multiples appellations. Ouais. Ouais.
En tout cas, je vous renvoie aussi vers les captations vidéo de l'année dernière concernant la périnatalité et santé environnementale, où justement on avait aussi fait quelques points focaux sur certains perturbateurs endocriniens, et notamment ceux qu'on utilise, qu'on ne doit pas utiliser, qu'on doit absolument éviter pendant la grossesse, et dont on parlera aussi cet après-midi dans la partie prévention. Une question du PAEJ de l'Aude. Comment se fait-il que ces perturbateurs endocriniens soient en circulation sur le marché sans contrôle au préalable? Alors, ce qui n'est pas tout à fait… C'est exactement ce que je disais, c'est qu'il faut d'abord qu'on se mette d'accord sur ce qu'est un perturbateur endocrinien. Après, il faut qu'on fasse les tests. Il y a les agences sanitaires dans les pays, il y a l'agence sanitaire au niveau européen. Donc, il faut que tout le monde tombe d'accord sur le fait que là, on est sur un perturbateur endocrinien avéré qu'il faut réglementer. Il faut mettre en place la réglementation. Il faut qu'il y ait des substituts qui soient possibles à ce moment-là, parce qu'il y a des produits pour lesquels il faut trouver des substituts. C'est ce qu'on disait, éventuellement prendre le temps de les évaluer. On le fait rarement en amont, mais donc voilà, forcément, ils sont sur le marché. Et là, je vous parle d'une réglementation européenne. On est d'accord aussi que si on fait des prélèvements, par exemple, sur les jouets qui vont rentrer sur le marché français et européen pendant la période de Noël, on sait qu'il y a dans plus de 30% des cas, ils ne respecteront pas la réglementation européenne. Et je suis gentille, quand je dis 30%, c'est pas toujours… mais voilà, et qu'il y aura des phtalates et qu'il y aura plein de choses qui sont interdites par la réglementation européenne et qui seront présentes parce que tout ne peut pas être contrôlé. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, la réglementation, elle est importante, mais c'est toujours ce qu'on va se dire aujourd'hui. C'est un combo entre nos attitudes à nous, notre façon de consommer et d'obtenir des informations et la réglementation qui est nécessaire. Mais voilà, parce que tous les produits qui arrivent sur le marché ne sont pas conformes à la réglementation européenne et que même au sein de la réglementation européenne, il y a des débats encore sur certains perturbateurs endocriniens. C'est pour ça qu'on en retrouve. Merci Sophie. Une dernière question pour Madame Paris et puis on va vous libérer. Donc quand on parle d'eczéma, Madame Paris, on revient sur l'exemple que vous citiez. Ça a suscité pas mal de questions. Est-ce qu'on évite donc corticoïdes et perturbateurs endocriniens? Voilà, si non. La question. Non, non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Simplement, c'est une illustration, voilà, des choses, à l'échelon d'un patient. Et puis, ça montre quoi? Ça montre que tout ce qui est réglementaire, bon, c'est très bien, mais qu'après, l'information des citoyens est importante et que, c'est ce que je disais, le mécanisme, le principe de précaution est primordial, c'est tout. Voilà. Il ne s'agit pas de dire plus de corticoïdes, ce n'est pas ça. Mais faire que les gens soient informés et qu'à l'échelon individuel, qu'ils fassent attention à ça, je crois que c'est déjà énorme, me semble-t-il. Et juste sur l'application du principe de précaution, dans la définition du principe de précaution, on a le fait, donc on dit en gros, il y a quelque chose sur lequel on n'est pas tout à fait sûr, et comme on pense que peut-être il peut y avoir un dommage, on essaye de prendre des mesures et on essaye de prendre des mesures à un coût économiquement acceptable, d'accord? Et tout est toujours à un coût économiquement acceptable. Et c'est pour ça aussi que sur certains domaines, on n'arrive pas à appliquer correctement le principe de précaution. Chez les enfants, il me semble qu'on devrait l'appliquer. S'il y en a bien une population qui devrait être protégée, c'est celle-là, et qui ne l'est pas suffisamment à mon sens, au sens large. Je ne parle pas que des pubertés précoces. C'est un problème majeur. Il ne faut pas que nos politiques l'oublient, me semble-t-il. Une dernière question pour Sophie, et puis on va aussi libérer Madame Paris, qui a des consultations par la suite. Les industriels de l'agroalimentaire n'ont pas de contraintes vis-à-vis de la composition des emballages alimentaires, notamment pour les moins de 3 ans. À quand une réglementation pour ces emballages alimentaires? Donc, ce qui est plutôt un coup de gueule. Ouais. Ils ont des contraintes. Une simple question. Sophie, je ne sais pas si tu vas pouvoir nous répondre sur le sujet. Non, mais je peux m'énerver aussi. Non, de fait, ils ont beaucoup de contraintes. Alors, si on avait un témoignage, je pense qu'ils vous diraient qu'ils sont extrêmement contraints. Ils ont été contraints sur une partie, notamment avec le BPA. Après, il y a aussi, ce qu'on disait tout à l'heure, il y a quelque chose qui relève de la demande, parce que comme disait Coluche, quand on pense qu'il suffirait qu'on ne l'achète pas pour qu'il ne le vende pas, c'est un peu ça aussi. Il y a pas mal de pratiques qui ont évolué parce qu'on voit beaucoup de petits pots qui passent dans du verre, par exemple. On a vu beaucoup de biberons en verre revenir, même si ce n'est pas forcément la seule solution après le BPA. Et voilà, ça, c'est aussi une demande sociétale.
et qui, donc, c'est un argument de consommation, un argument de vente pour eux. Après, ils sont contraints. Ils sont certainement pas assez contraints. Est-ce que je vous disais? Alors, je vais tempérer mes propos, d'autant plus qu'on est enregistré, mais il y a quand même un article qui est sorti, voilà, qui est un petit scandale dans le secteur et qui a dit qu'a priori, il y avait eu une entente au niveau des industriels pour ne pas retirer le bisphénol A des contenants alimentaires, comme ils étaient obligés de le faire pendant un certain moment, pour pas dire jusqu'à maintenant. Ça va faire probablement l'objet d'une discussion devant un juge, donc je vais m'arrêter là. Mais juste pour vous dire que voilà, il y a des contraintes, elles sont compliquées aussi. Ce que je vous disais du point de vue des substituts, on le voit pour le cas des barquettes en plastique dans les cantines et la restauration scolaire. Donc, on a demandé à ce que ce soit retiré à terme. On voit bien que sur certains marchés, c'est compliqué d'aller trouver des industriels qui fournissent des barquettes en quantité suffisante, etc. Donc, il y a tout ça dont il faut tenir compte. Mais oui, bien sûr, il faudrait au moins qu'on sorte les produits les plus dangereux des contenants alimentaires à destination des enfants. Oui, je suis tellement d'accord avec vous. Madame Paris, si vous acceptez une toute dernière question, et puis après, je vous Avec promets, plaisir, on arrête. avec plaisir. Alors, une personne nous dit: j'ai été interpellée par la carte de France qui montre effectivement une prévalence sur Toulouse et sur la région lyonnaise, voilà, qui sont présentées comme des zones rouges, que ce soit chez les filles comme chez les garçons. Que doit-on en conclure, s'il vous plaît? Non, je crois qu'on ne peut rien conclure à ce stade. Je répondrai à cette question, c'est Cathy Piekowski, Ouais, sur la vas-y, carte vas-y. de France, vraiment. Non, mais moi, je crois, non, mais il n'y avait pas du tout de polémique. Pas Je du vous l'ai tout, il mis y a pour vous aucune montrer le polémique. type de travaux qui se font. Bon, après, il se trouve qu'avec la pandémie, etc., on n'a plus continué avec Santé publique France. Moi, j'en fais partie, donc on n'a pas poursuivi. Bon, après, ça dépend de plein de choses aussi. Il n'y a pas que l'environnement. Ça dépend peut-être des façons dont sont gérées les pubertés d'un endroit à un autre. Ça, et puis, c'est ce que je vous ai dit, les histoires de traitement ne reflètent pas forcément de Voilà, la c'est pas la carte de environnementale. France. Voilà, c'est pas la carte de France de la fréquence des pubertés Non, précoces. pas du tout. C'est la carte de France de vente Traitement. des traitements. D'accord? Exactement. Voilà. En tout cas, merci pour ces J'ai mis toutes les limites. Oui. Voilà. Mais je voulais pas ne pas le présenter parce qu'après tout, ça fait partie, c'est très imparfait, puisque Cathy a raison, c'est ce que je vous ai dit, hein, les pubertés, ça va bien au-delà des pubertés précoces centrales. Mais bon, ça a le mérite d'exister. C'est une voie d'abord de la thématique qu'il fallait citer, mais on ne peut pas en tirer plus que ça. Merci pour ces précisions, mesdames. Je vous propose de faire 5 minutes de pause puisqu'on a pris un petit peu de retard sur le programme. On se retrouve à 11h10 avec Catherine Pienkowski et Madame Béatrice Senemo, qui est conseillère technique auprès de la rectrice à l'Académie de Montpellier. Voilà, prenons-nous un café, une petite pause de 5 minutes et on se retrouve à 11h10. Merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas pour vos présentations de ce matin. Merci, mesdames. Merci à vous. Au revoir.